Bon, salam alaikum. Toujours dans le troisième chapitre, langage du web sémantique, on va voir le quatrième cours OWL, Web Ontology Language. Dans ce cours, on va présenter le langage OWL. Dans cette première partie, on va voir les éléments de base de ce langage. Les éléments avancés sont reportés à la deuxième partie. Dans cette première partie, on va premièrement présenter le langage OWL. Ensuite, on va voir les trois sous-langages OWL. Et puis, on va décrire la structure d'un document OWL. C'est-à-dire comment déclarer une ontologie, comment déclarer les classes, les propriétés et les ressources. Pour rappel, OWL se situe à la cinquième couche dans l'étage sémantique. Cette couche est au-dessus de la couche 4, RDF et RDF schéma. Cela veut dire que OWL suit la syntaxe RDF. Ou bien chaque fichier OWL est un fichier RDF. Deuxième remarque, OWL remplace les deux langages RDF et RDF schéma. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire avec RDF et RDF schéma, on peut le faire aussi avec OWL. Troisième remarque, la couche 5 OWL est au-dessous de la couche 6, la couche logique. La couche logique permet de faire de l'inférence, c'est-à-dire de déduire de nouvelles connaissances à partir des connaissances déclarées dans la couche 5 par des applications appelées raisonneurs. Retournons à RDF et RDFS. Donc le couple RDF-RDFS permet de représenter quelques aspects seulement d'une ontologie, c'est-à-dire permet de représenter des ontologies simples, puisqu'elle ne permet pas premièrement, de combiner des classes, c'est-à-dire créer de nouvelles classes à partir d'autres classes. Par exemple, l'union de deux classes, l'intersection de deux classes. Deuxième, ne permet pas de spécifier des cardinalités. Par exemple, spécifier qu'une personne doit avoir au minimum 2 parents et au maximum 2 parents. 3. Ne permet pas de définir des caractéristiques spéciales pour des propriétés comme l'unicité, c'est-à-dire qu'une personne doit avoir seulement un nom, la symétrie, comme la propriété A mis 2. Si A il a mis 2B, alors B il a mis 2A. L'inverse, comme les deux propriétés, fils 2 et parent 2. Et bien d'autres caractéristiques de propriété. Dernièrement, ne permet pas de représenter des relations entre des classes. Par exemple, la disjonction. C'est-à-dire, comme par exemple, des classes hommes et femmes. Un homme ne peut être un homme et une femme en même temps. Également le copiement et d'autres caractéristiques. Donc on dit que RDF et RDFS est moins explicite, c'est-à-dire qu'il y a des idées qu'on ne peut pas exprimer avec RDF et RDFS. Par conséquent, RDF et RDFS sont utilisés pour représenter les ontologies légères. Donc, bien ici le rôle de OWL. Donc, OWL est conçu pour être un langage d'ontologie complexe. Donc, OWL, comme déjà dit, possède une syntaxe XML et fondée sur une syntaxe RDF XML. OWL permet de représenter des ontologies complexes munies d'une sémantique formelle. Sémantique formelle, ça veut dire qu'il est fondé sur une représentation mathématique, non logique précisément. Au contraire de RDF et RDFS qui sont basés graphes. Donc les trois sous-langages OWL. Donc les concepteurs de OWL ont préféré la répartition des mots-clés du langage OWL sur trois sous-langages.
Par exemple, pour le langage C, nous avons le langage C, le langage C++, le langage C Sharp. De la même manière, le langage OWLDL est une extension de OWL Lite. C'est-à-dire que OWLDL possède plus de mots-clés que OWL Lite. Et OWL Full possède plus de mots-clés que OWLDL. Donc pourquoi trouver ce langage? La première raison, c'est une raison éducative. Cela permet l'apprentissage progressif d'un langage à un autre. Une deuxième raison, c'est une raison technique. Puisque plus le langage est simple, plus le raisonneur est simple et ne consomme que peu de temps et de ressources. À l'inverse, plus le langage est complexe, plus le raisonneur est complexe et va en consommer trop. Ainsi, les raisonneurs de OW Lite sont plus simples que ceux de OWLDL, qui à leur tour plus simples que ceux de OWL Full. Une dernière remarque, que chaque ontologie Lite est une ontologie DL, et chaque ontologie DL est une ontologie Full. Donc maintenant le langage OWL Lite. Donc est un seul langage de OWL plus simple, donc destiné aux utilisateurs qui ont besoin d'une hiérarchie de concepts simples. Donc OWL Lite, c'est pour représenter des ontologies simples. Donc l'image représente les mots-clés du langage OWL Lite. Remarquez que ce langage utilise des mots-clés du langage RDF et RDFS, puisque, comme déjà dit, que OWL est une extension du langage RDF et RDFS. Maintenant, le langage OWLDL, donc plus complexe que OWL Lite, possède une expressivité élevée fondue sur la logique de description, comme indique son nom, DL. DL, c'est-à-dire Description Logic. Donc, ce langage garantit la complétude, c'est-à-dire toutes les inférences sont calculables. C'est-à-dire, le raisonneur va répondre par vrai ou bien faux, quelle que soit l'expression. Ce langage est également décidable, c'est-à-dire l'inférence va prendre une durée finie. Donc, rappelons que l'inférence veut dire générer de nouveaux faits, c'est-à-dire de générer de nouvelles connaissances à partir d'autres connaissances déclarées. Donc, et voilà la liste des mots-clés du langage OWLDL et de OWL Full. Donc, OWL Full, c'est la version la plus complexe, possède un plus haut niveau d'expressivité, puisqu'elle permet la possibilité d'étendre le vocabulaire par défaut de OWL, c'est-à-dire le langage OWL Full va contenir plus de mots-clés personnalisés. En contrepartie, la complétude et la décidabilité ne sont pas garanties. Maintenant, comment faire un document OWL? Comme déjà dit, OWL possède la syntaxe RDF XML. Donc toujours, un document OWL possède la structure suivante. Donc un document OWL possède l'élément racine RDF. Dans la balise ouvrante de RDF, on va déclarer tous les espaces de nom utilisés. Ensuite, on déclare la balise ontologie. Remarquez que ontologie est un mot-clé du langage OWL. À l'intérieur de l'élément ontologie, on va déclarer les classes, ensuite les propriétés et les relations. Ensuite, on déclare les ressources, c'est-à-dire les fichiers. Maintenant, l'espace de nom. Donc, on doit toujours déclarer tous les espaces de nom utilisés. Il y a trois types d'espaces de nom utilisés. Premièrement, l'espace de nom de l'ontologie en cours, puisque chaque ontologie doit avoir un espace de nom qui est l'URL de cette ontologie. Deuxièmement, les espaces de nom des autres langages, comme le langage RDF, RDFS et OWL,
Il permet également d'introduire d'autres ontologies intégrées dans l'ontologie actuelle. En général, on déclare des espaces de nom suivants. Le premier espace de nom, c'est celui du RDF, le deuxième du RDFS, le troisième du XML Schema, le quatrième de OWL. Donc, l'espace de nom base, c'est l'espace de nom ou bien l'URI de notre ontologie. L'espace de nom vide sert à qualifier les éléments qui ne sont pas qualifiés, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas préfixés. Lorsqu'il y a un élément non préfixé, on utilise cette URI comme un préfixe. L'espace humanité, c'est l'espace de nom personnel pour qualifier les éléments. Le dernier élément, c'est vivant, c'est l'URI d'une autre ontologie qui va être intégrée bientôt dans notre ontologie. Donc, l'entête de l'ontologie. Donc, la balise ontologie représente l'entête de notre ontologie. L'attribut RDF about doit contenir l'URI de l'ontologie en cours s'il n'est pas spécifié dans l'espace de nom base dans l'entête du fichier. Donc l'URI de l'ontologie actuelle doit être spécifié avec l'espace de nom base ou bien dans l'attribut RDF about. Si l'URI est spécifié dans base, on laisse cet attribut vide. On peut insérer des commentaires par RDFS comment. L'élément RDFS imports pour importer les URI des ontologies à l'intérieur de notre ontologie. L'élément RDFS label pour introduire une étiquette de notre ontologie. Le titre par exemple. Maintenant, comment déclarer des classes en AWL. Donc, avant de voir comment déclarer une classe, il faut d'abord voir les deux classes AWL Think et AWL Nothing. Donc, Nothing et Think sont deux mots-clés qui représentent deux classes prédéfinies, c'est-à-dire prêtes. Donc, deux classes prédéfinies en AWL. La classe AWL Think appelle aussi la classe To. Donc, c'est la classe ancêtre de toutes les classes AWL, c'est-à-dire après la création d'une nouvelle classe, cette nouvelle classe sera automatiquement sous-classe de la classe AWL Think. En plus, n'importe quelle ressource créée sera de type AWL Think. La deuxième classe, c'est la classe AWL Nothing, appelée aussi la classe vide, ou bien la classe rien. Donc, c'est une sous-classe de toutes les classes, c'est-à-dire après la création d'une nouvelle classe, cette nouvelle classe est automatiquement une classe mère de la classe AWL Nothing. En plus, cette classe ne peut avoir aucune instance, puisque c'est la classe vide. Donc, l'utilité de AWL Nothing. Donc, ça permet de tester si une classe sont disjointes, c'est-à-dire l'intersection est vide, comme la classe homme et femme. Donc, si l'intersection de deux classes est vide, le résultat sera la classe AWL Nothing. Une deuxième utilité, que si une ressource appartient à la classe AWL Nothing, ça veut dire que cette ressource n'existe plus. Donc, comment déclarer une classe? Il existe diverses formes de déclaration. On va voir la première dans cette partie. Les autres formes, on va les voir dans la deuxième partie. Donc, déclaration de classe par identification. Donc, suffit par le nommage direct de la classe. Donc, la syntaxe est montrée. Donc, on utilise le mot-clé classe, c'est un mot-clé de langage OWL. Ensuite, on précise le nom de la classe dans l'attribut RDF ID. Notons que ce type de déclaration est la seule manière pour définir un nom de classe. Les autres formes vont déclarer des classes anonymes. On va le voir dans la deuxième partie. Donc, exemple, comment déclarer une classe enseignant. Donc, comment déclarer une sous-classe? Comme RDFS, on utilise le mot-clé subclass of. Donc, le premier exemple déclare la classe humain en indiquant que cette classe est une sous-classe de la classe être vivant.
Deuxième exemple, déclare la classe homme et indique qu'elle est une sous-classe de la classe humain. Le troisième déclare la classe femme et indique qu'elle est une sous-classe de la classe humain. Maintenant, comment déclarer des propriétés? OWL fait la différence entre les propriétés simples et les propriétés entre les ressources. Donc, OWL Object Property désigne les propriétés entre les objets qui permettent de relier des instances ou bien des ressources à des autres, comme frère 2, ami 2, fils 2, ainsi de suite. Alors que OWL Data Type Property désigne les propriétés de type de données simples, comme l'âge, le prénom, le nom, ainsi de suite. Donc, comment déclarer une propriété entre les objets? Donc, en utilisant le mot-clé Object Property, suivi du nom de la propriété. Par exemple, la propriété parent 2 est déclarée comme suit. Et pour les propriétés simples, on utilise le mot-clé DataType Property. L'exemple suivant déclare la propriété nom. Maintenant, comment déclarer le domaine et le rang d'une propriété? Donc, le domaine et le codomaine, ou bien le rang, sont déclarés de la même manière qu'en RDFS. Donc, l'exemple suivant déclare la propriété habit, en indiquant que le domaine est la classe humain et le rang la classe pays. Un deuxième exemple, la propriété nombre enfant a comme domaine la classe personne, alors que le rang est un entier positif. Le préfixe SD réfère à l'URI ou bien à l'espace de nom de XML schéma. Le troisième exemple déclare la propriété nom qui a comme domaine la classe personne et comme type XSD string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Les sous-propriétés. Comme en RDFS, une sous-propriété peut être une sous-propriété d'une autre. Par exemple, donc dans l'exemple, la propriété A pour père est déclarée comme une sous-propriété de la propriété A pour parent. Maintenant, comment déclarer des instances ou bien des faits ou bien les ressources? La ressource en OWL est appelée individu. La définition d'un individu consiste à énoncer un fait, encore appelé axiome d'individu. Donc, il y a deux types de faits. Le premier type, c'est les faits concernant l'appartenance à une classe. Et la deuxième, les faits concernant l'identité des individus. Dans cette partie, on va voir la première forme. C'est comment déclarer une ressource d'un type déterminé. Fait d'appartenance. C'est l'équivalent de déclaration d'une ressource avec RDF. Donc, concerne la déclaration de l'appartenance d'un individu à une classe avec les valeurs des propriétés de cet individu. Donc, l'exemple suivant déclare la ressource avec l'URI Pierre de type humain. La valeur de nom est mise dans l'élément nom. Donc, cette ressource est liée à la ressource de l'URI Jack par la propriété A pour père et à la ressource de l'URI Paul par la propriété A pour frère. C'est-à-dire cette ressource s'appelle Pierre, son père est Jack et son frère est Paul. On peut également déclarer une ressource anonyme, c'est-à-dire qui n'a pas d'URI, comme montré dans l'exemple suivant.